Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. La famille royale et le peuple marocain célèbrent aujourd'hui l'anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lella Asma, l'occasion de souligner l'affection singulière et l'engagement sans faille de son Altesse royale en faveur de la promotion des actions de bienfaisance. Le Maroc et l'Union européenne restent pleinement mobilisés pour continuer la coopération dans un climat de sérénité, d'engagement et de prospérité partagée. C'est l'un des messages forts de la déclaration conjointe de hauts responsables marocains et européens. D'aucuns pointent le caractère éminemment politique de la décision du tribunal européen. En cette journée intérieure, la principale cause de décès au niveau mondial ces 20 dernières années, nous allons dresser le tableau, le bilan avec les spécialistes concernant l'état des lieux de la prise en charge, du diagnostic et de la prévention des maladies cardiovasculaires au Maroc. Bonsoir, la famille royale et le peuple marocain célèbrent aujourd'hui l'anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lella Asma, l'occasion de souligner l'affection singulière et l'engagement sans faille de son Altesse royale en faveur de la promotion des actions de bienfaisance. Boubkir Ben Ghabret. Princesse au grand cœur, son Altesse royale, la princesse Lella Asma, s'est engagée dès son jeune âge dans le militantisme social, accordant une importance cruciale à l'amélioration de la situation des enfants à besoins spécifiques, essentiellement les enfants sourds-muets. En sa qualité de présidente de la fondation Lella Asma pour enfants et jeunes sourds, son Altesse royale se préoccupe de cette catégorie vulnérable, l'entourant de sa sollicitude et veillant ainsi à son bien-être et à son insertion dans la société marocaine. Généreuse de son temps et de sa personne, son Altesse royale, la princesse Lella Asma, apporte un soutien inestimable à cette institution pionnière en matière de prise en charge des enfants sourds-muets. Son Altesse royale, la princesse Lella Asma, tient à présider chaque année la cérémonie de fin d'année scolaire de la Fondation. Les activités culturelles et sportives se trouvent également au cœur de l'action et des préoccupations de son Altesse royale, qui est également présidente d'honneur de la Société protectrice des animaux et de la nature. Avec la célébration de l'anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lella Asma, le peuple marocain rend hommage à une princesse fortement engagée qui a marqué à jamais l'action sociale au profit des enfants malentendants. Nous restons pleinement mobilisés pour continuer la coopération entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc. Le message émane de la déclaration conjointe du haut responsable, du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la sécurité, vice-président de la Commission européenne Josep Borrell et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Tout de suite, Boubkir Ben Ghabret pour les développements. Nous restons pleinement mobilisés pour continuer la coopération entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc dans un climat de sérénité et d'engagement afin de consolider le partenariat euro-marocain de prospérité partagée lancé en 2019. C'est ce qui est écrit dans la déclaration conjointe du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la sécurité, vice-président de la Commission européenne Josep Borrell, et du ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger Nasser Bourita, rendu public à l'issue de la décision du tribunal de l'Union européenne concernant les accords agricoles et de pêche avec le Royaume. Nous continuerons à œuvrer pour développer les multiples dimensions de ce partenariat stratégique dans le même esprit de mobilisation, de cohérence et de solidarité. Ce partenariat d'égal à égal s'appuie par ailleurs sur une relation bilatérale solide basée sur la confiance et le respect mutuel entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne, tout en contribuant en même temps au renforcement de cette relation et de celle avec les États membres, poursuit la déclaration conjointe. Les deux parties ont affirmé avoir pris connaissance des arrêts rendus ce jour par le tribunal de l'Union européenne au sujet des décisions du Conseil de l'Union européenne relatives à la conclusion des modifications des protocoles 1 et 4 de l'accord d'association entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc portant sur les produits agricoles et autres, d'une part, et de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, d'autre part.
La déclaration conjointe souligne à cet effet que les deux partenaires prendront les mesures nécessaires afin d'assurer le cadre juridique qui garantisse la poursuite et la stabilité des relations commerciales entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc. Le tribunal de l'Union européenne a rendu aujourd'hui son jugement concernant l'annulation des décisions du Conseil européen au sujet des accords agricoles et de pêche avec le Maroc. Le tribunal annule ces décisions en maintenant leurs effets pendant une certaine période afin de préserver l'action extérieure de l'Union européenne et la sécurité juridique de ses engagements internationaux. C'est ce que nous lisons dans le communiqué de presse du tribunal rendant compte de cette décision. Donc, la même source explique que les effets des deux accords sont maintenus car leur annulation avec effet immédiat est susceptible d'avoir des conséquences graves sur l'action extérieure de l'Union européenne et de remettre en cause la sécurité juridique des engagements internationaux auxquels elle a consenti. Fin de citation. Et justement, pour un éclairage concernant les relations Maroc-Union européenne, nous sommes en direct avec Yasmine Hasnaoui. Madame Hasnaoui, bonsoir. Vous êtes professeure universitaire des sciences humaines et experte des affaires maghrébines. Rien de nouveau, professeur, sous le soleil, c'est devenu presque une habitude chez certains magistrats mal intentionnés du tribunal de l'Union européenne qui annulent des décisions qui sont prises de manière souveraine par les États membres, même si ces décisions recueillent, comme nous le savons tous, l'approbation massive du Parlement européen. C'est plus un acharnement idéologique d'une camarilla qui finalement ignore de manière assez visible, assez flagrante les réalités historiques et les évolutions politiques de la question du Sahara marocain. C'est plus une guerre finalement politique contre nous qu'une décision juridique. Est-ce bien cela, professeur ? Alors, premièrement, comme vous avez dit, nous avons vu le même scénario en 2015 et le Maroc, il a quand même gagné, a eu sa gain de cause. Donc, moi, je pense que la décision du tribunal reste infondée. Il faut rappeler que les accords agricoles de pêche avec le Maroc et l'Union européenne étaient toujours justes et équitables pour l'ensemble des parties et répondent à toutes les préoccupations des eurodéputés et apportent des améliorations profondes qui répondent dans une large mesure aux exigences formulées par le Parlement européen. Donc nous avons vu cela à travers la déclaration qui était faite aujourd'hui avec la Commission européenne et le Maroc, qui montre que les relations économiques entre le Maroc et l'Union européenne dans ces secteurs constituent un axe important. Donc la crise entre le Maroc et l'Union européenne, très attendue par certains, après cette décision du tribunal européen, n'a pas eu lieu. Et d'ailleurs, ce qu'on va voir après, on va voir que l'Union européenne va défendre ses intérêts économiques et commerciaux qui datent de longues années. De nombreux pays européens et tout particulièrement l'Espagne, ils vont vraiment faire la pression pour que ils vont introduire plutôt un recours contre cet arrêt. Donc moi je dirais que c'est un acte plutôt politique qui émane malheureusement d'une partie, moi je dirais l'Algérie, qui pose toujours le Polisario à provoquer le Maroc dans les instances internationales, et ce uniquement dans une volonté d'exporter, je dirais, la crise algérienne, sa crise politique, sociale, économique, avec un régime impopulaire confronté à la fois au soulèvement du populaire du Hirak. Et puis aussi, il faut rappeler que le dossier du Sahara marocain est uniquement sous l'instance du Conseil de sécurité, du Conseil de sécurité qui appelle à une solution politique qui ne doit pas être gérée ni par l'Union européenne, ni par l'Union africaine. Mais ces deux instances doivent accompagner le Conseil de sécurité aux Nations Unies qui a encouragé le Maroc. Et d'ailleurs, nous avons vu plus de 80% des pays des Nations Unies qui encouragent le Maroc à trouver une solution politique et durable dans le cadre de sa souveraineté marocaine. Donc je pense que c'est plus, je dirais, une action comme qu'on a vu en 2015 qui ne va pas aboutir à quelque chose. Et d'ailleurs, on va voir dans les prochains jours, les eurodéputés, ils vont vraiment
faire du bruit. Certains ont déjà réagi et nous allons justement dévoiler leur réaction dans les instants qui suivent. Professeur Hesnaoui, vous parliez d'actes de manœuvre de mauvaise foi, de volonté mal intentionnée, mais au bout du compte, professeur, personne n'est dupe. C'est bien de manœuvres politiques dont il s'agit, des manœuvres qui n'auront finalement et in fine aucun impact concret sur les relations privilégiées et exemplaires Maroc-Union européenne, et mieux encore, elles ne feront certainement que renforcer, finalement, consolider la ferme volonté du Maroc et de l'Union européenne de consolider davantage ce partenariat qui, comme nous le savons tous, tout le monde le sait, stratégique, historique, multidimensionnel, et qui a tout le temps caractérisé en fait les relations entre les deux parties. C'est cela finalement. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, il faut rappeler aussi c'est-à-dire cette plainte qui est déposée devant le tribunal, c'est-à-dire qui est déposée par le Polisario soutenu pour l'Algérie. D'ailleurs, le Polisario ne bénéficie d'aucune assise juridique populaire ou encore moins de quelconque légitimité démocratique pour parler au nom de la population sahraoui, alors que 80% de la population sahraoui vit au Maroc. Elle milite au sein des partis politiques. Cette réalité a été clairement confirmée dans les dernières élections. Donc je pense, et puisque le tribunal européen pose une condition à un accord commercial dont le consentement doit venir de la population du Sahara marocain, donc il convient de le prendre au mot et de mettre en place, c'est-à-dire les leviers qui s'imposent pour que les élus sahraouis s'expriment à ce sujet. Donc moi je dirais que c'est plus c'est une décision plutôt politique plutôt que juridique ou quoi que ce soit. Professeur Hesnaoui, merci beaucoup de cet éclairage. Après la décision du tribunal européen, donc, les réactions, nous le disions, fusent de partout, commençant d'abord par celle du président de la délégation du Maghreb du Parlement européen. Il estime que l'arrêt du tribunal de l'Union européenne nous invite à intensifier et surtout à maintenir les relations de coopération en matière de pêche et de produits agricoles entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc. Dans le nouveau cadre, précise-t-il, nous nous efforçons de renforcer le partenariat euro-marocain. Fin de citation. Et faisons à présent un tour d'horizon des réactions des députés européens, et des réactions unanimes, puisque tous les députés, tous les eurodéputés, c'est cela en fait, regrettent la décision en première instance du tribunal de l'Union européenne concernant les accords agricoles et de pêche avec le Maroc, tout en réaffirmant leur soutien au partenariat stratégique avec le Royaume du Maroc. L'eurodéputé belge Frédéric Ritz a jugé la décision du tribunal de l'Union européenne décevante et contraste avec les efforts déployés sur le terrain, notant qu'il faut tenir compte des réalités politiques de la question du Sahara marocain et éviter les pièges du Polisario. L'eurodéputé bulgare Petar Vitanov a pour sa part indiqué que le Maroc est le pays le plus stable et le plus fiable de la région, notamment en matière de sécurité, de migration et de commerce, tout en insistant sur la volonté de continuer à renforcer le commerce entre les deux parties. Et concernant justement les relations entre ce partenariat justement stratégique entre le Maroc et l'Union européenne, nous retrouvons tout de suite depuis la capitale belge Monsieur Chakib Lalej, président de la CGEM. Monsieur Chakib Lalej, bonsoir. Vous êtes dans la capitale belge pour une visite de travail et vous présidez cette forte délégation. Vous êtes à la tête d'une forte délégation marocaine dans la capitale belge. Tout d'abord, quel est le programme de cette visite et quel est le bilan que vous pouvez jusqu'ici dresser des activités que vous avez pour l'instant entreprises avec les partenaires européens? Bonsoir d'abord. Et le but de ma visite à Bruxelles est de rencontrer nos partenaires de Business Europe, qui est le représentant du secteur privé européen. Comme vous savez, la CGM et Business Europe ont adopté la semaine dernière un pacte de modernisation du commerce et de l'investissement entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc. L'Union européenne est un partenaire commercial naturel et fiable. Le Maroc est le plus grand partenaire commercial de l'Union européenne dans le Sud, avec 35,5 milliards d'euros d'échanges commerciaux et plus de 65% des exportations marocaines sont vers l'Europe. Il est donc très important pour nous et impératif aujourd'hui de donner un nouveau souffle à cette relation et de profiter ensemble des opportunités qui se présentent. Je dirais, en matière de chaîne de valeur
qui se redessine, avec ce qui se passe maintenant en Asie, en Chine, et l'augmentation des coûts de logistique, et le Maroc devient très attractif. Il y a aussi en matière de numérique, vous avez vu l'évolution du numérique avec l'avènement du Covid-19, il y a beaucoup de choses qui se dessinent à ce niveau-là. Et aussi, et bien sûr, en matière de durabilité. Avec nos partenaires du secteur privé européen, nous sommes sensibles à tout cela et nous sommes prêts à travailler en étroite collaboration avec les institutions de l'Union européenne pour adapter le partenariat Maroc-Union européenne à la nouvelle réalité. C'est pourquoi je rencontre également lors de mon déplacement une dizaine de députés et de commissaires européens. Monsieur Lalège, vous l'avez évoqué pendant le début de votre intervention, ce pacte finalement très intéressant de modernisation du commerce et de l'investissement entre le Maroc et l'Union européenne. Et quels sont les principaux objectifs de ce pacte et comment pourrait-il contribuer à renforcer un partenariat déjà stratégique et déjà solide? Exact. Le partenariat est très solide et ce pacte de modernisation du commerce et de l'investissement adopté par la CGM et Business Europe est un appel des entreprises marocaines et européennes à donner un nouveau souffle à nos relations économiques. Il existe réellement un potentiel énorme, inexploité dans les relations entre l'Union européenne et le Maroc en termes d'opportunités d'investissement en particulier. Notre accord date de 2000. Il doit prendre en compte l'évolution rapide que connaît l'économie mondiale, notamment à la lumière du Covid-19. Il doit également prendre en compte les avancées réalisées par le Maroc durant ces dernières années. Je citerai les infrastructures portuaires, les routes qui ont été multipliées par 4, la production électrique qui a été multipliée par 2. Il y a aussi le capital humain qui a fait ses preuves sur les nouveaux investissements industriels. Donc tout ça fait que le Maroc d'aujourd'hui n'est pas le Maroc d'il y a 20 ans. Monsieur, j'ajouterai aussi les accords de libre-échange. Nous avons plus de 60 accords de libre-échange avec le Moyen-Orient et l'Afrique qui posent vraiment des opportunités importantes et qui rendent le Maroc très attractif. Monsieur Chakib Lalège, vous l'avez certainement suivi. Il y a quelques instants, nous parlions avec le professeur Hisnaoui concernant cette décision du tribunal de l'Union européenne. Vous, quelle est votre réaction en tant que président de la CGM, vous qui êtes en contact avec le monde des affaires aussi bien au Maroc que dans l'Union européenne, avec tous ces partenaires clés du Maroc? Quelle est votre réaction à chaud? Comme vous pouvez imaginer, je me suis retrouvé ici pendant l'information sur l'arrêt. C'est sûr qu'on en a parlé et le secteur privé regrette la décision du tribunal. Merci, monsieur Chakib. Vous disiez, allez-y. Pour prospérer, justement, ce que je dirais, nous restons très confiants et optimistes car l'accord reste en vigueur. Et la coopération entre le Maroc et l'Union européenne repose sur des fondamentaux très solides. Donc nous attendrons la décision de la Cour d'appel. Merci beaucoup, monsieur Chakib Lalège. Je rappelle que vous êtes le président de la CGEM, la Confédération générale des entreprises du Maroc. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci pour l'invitation. Nous sommes le 29 septembre et c'est la Journée internationale du cœur, l'occasion de sensibiliser aux dangers des maladies cardiaques qui demeurent, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la première cause de mortalité dans le monde. L'occasion également de sensibiliser à l'importance de la prévention. Notre équipe a suivi le cas d'une petite fille souffrant de malformations cardiaques diagnostiquées, fort heureusement, de manière assez précoce. Hassan Mandour et Nisri El-Hamdaoui pour le commentaire. Petit Sam se porte bien. Une nouvelle vie s'offre à elle après avoir subi une opération vitale au niveau de son petit cœur. Une malformation cardiaque congénitale l'empêchait de jouer comme tous les enfants. Dieu merci, je me sens bien. Je remercie tout le staff. Petit Sam souffre d'une malformation cardiaque que l'on appelle la tétralogie de Fallot. Cette maladie se caractérise par 4 anomalies, principalement un trou dans les cloisons qui séparent les ventricules du cœur, mais aussi un rétrécissement de la voie de sortie du ventricule droit vers l'artère pulmonaire.
Pour une bonne récupération, Petit Sam suit des séances de kinésithérapie. La fillette est coopérative. Une rémission dans les plus brefs délais serait pour elle une renaissance. Tout s'est bien déroulé. Maintenant, nous avons enlevé les drains, des tuyaux que l'on maintient après l'opération pour prévenir tout risque d'hémorragie interne. Dieu merci, tous les paramètres sont bons. Petit Sam, comment tu te sens? Tu n'as plus de douleur, n'est-ce pas? La tétralogie de Fallot est la malformation cardiaque congénitale la plus fréquente, avec une incidence d'environ 1 sur 10 000 naissances vivantes à l'échelle mondiale. La chirurgie est possible dès la première année de vie, avec une guérison assurée. Et pour en parler plus longuement, nous sommes en direct avec Dr Saïd Mouril, chirurgien cardiovasculaire. Bonsoir, docteur. Vous êtes donc cardiologue. Tout d'abord, quel est le but de cette journée internationale consacrée au cœur? Bonsoir. Bonsoir, professeur. Vous m'entendez? Alors, oui, je vous entends très bien. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, effectivement. C'est la journée mondiale du cœur, organisée annuellement par l'OMS. Le but, c'est d'attirer, de sensibiliser les citoyens à travers le monde sur la gravité des maladies cardiaques, mais surtout la possibilité des préventions de ces maladies. Alors, la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires, cette année, a choisi la thématique des maladies coronaires. Comme vous le savez, cette maladie elle est responsable d'infarctus du myocarde, d'insuffisance cardiaque et de mort subite. C'est une maladie grave, mais il faut savoir qu'il y a possibilité de prévention par un changement de nos comportements, de nos habitudes quotidiennes. Alors, en premier lieu, il faut l'arrêt du tabac. Il y a une relation directe du tabac avec la maladie coronaire. Et en deuxième, il faut un équilibre alimentaire. Il faut absolument s'éloigner de l'excès de graisse et des poisons blancs connus, le sucre et le sel. Et bien sûr, une activité physique régulière, que ce soit un sport adapté à la condition physique du citoyen ou bien au moins la marche au quotidien. Professeur Mouril, quel est le rôle de la Ligue nationale? Alors, la Ligue, pour cette journée spécialement... Allez-y. La Ligue, pour cette journée spécialement, a ouvert ses portes et a donné la possibilité à des citoyens pour avoir accès à des consultations, à des conseils médicaux. Et on a accès essentiellement sur la tension artérielle, la prise de tension artérielle chez les malades hypertendus, et même chez les citoyens non hypertendus qui ont plus de 40 ans, il faut absolument qu'ils consultent prise de tension artérielle. Et deuxième chose, chez les diabétiques, la nécessité de suivre et de contrôler la glycémie. Et bien sûr, les patients, enfin les gens qui ont un excès pondéral, il faut absolument contrôler le taux de cholestérol. Professeur Mouril, quel est le rôle de la Ligue nationale dans cette mission, justement, noble mission de prévention et de sensibilisation contre les risques des maladies cardiovasculaires? Quelles sont ses actions de manière concrète, engagées dans ce sens? Alors, la Ligue, comme vous le savez, il a trois missions essentielles. D'abord, la formation des médecins compétents pour lutter contre les maladies, pour soigner les malades. Et là, c'est une école de renommée nationale et internationale. Il y a des groupes de médecins qui sont formés chez nous de l'Afrique, de Mali, de Mauritanie, de Niger et de Bénin. Mais aussi, la deuxième mission, c'est les soins. Nous réalisons des interventions quotidiennement. Et ce que nous avons constaté ces derniers temps, c'est qu'il y a une sorte de transition. On a beaucoup de maladies coronaires. Je peux vous dire que le 2/3 de notre activité actuellement, c'est autour des maladies coronaires. Donc il y a un véritable problème chez nous. Il y a une période de transition. Et enfin, la prévention, c'est ce qu'on a fait cette journée aujourd'hui. Et quels sont justement les signes avant-coureurs, les signes qui peuvent nous alerter pour aller faire un dépistage et pour une prise en charge, en tout cas de manière assez rapide et efficace?
Exactement. Bon, nous insistons sur la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire. Un citoyen qui a des facteurs de risque, qui est tabagique, qui a plus de 40 ans, il faut absolument qu'il consulte son cardiologue ou un médecin. Très bien, merci beaucoup, professeur Saïd Mouril, pour cet éclairage. Dossier santé toujours, cette fois-ci avec le Covid-19. Les principaux indicateurs ne cessent fort heureusement de s'améliorer. 1082 nouveaux cas et 23 nouveaux décès recensés pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs ne cessent de redescendre aussi. Ils sont au nombre de 13 173. Pour ce qui est de l'opération vaccinale, sachez que le nombre des primo-vaccinés avoisine les 22,5 millions, alors que celui des personnes complètement vaccinées avoisine les 19 millions. Après l'honorable et l'admirable parcours qu'ils ont fait au mondial de futsal, qui se poursuit d'ailleurs en Lituanie, eh bien, l'équipe nationale de futsal a été chaleureusement accueillie à l'aéroport de Rabat-Salé hier soir. Grâce à une performance historique, les protégés de Hichem Dgig se sont qualifiés au quart de finale de la Coupe du Monde de la discipline. L'équipe nationale de futsal a été également reçue en grande pompe au complexe Mohamed VI de football de Marmora, comme vous le voyez sur ces images. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.